Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la transition démographique. Alors, je ne vais pas plagier l'excellente vidéo du chat sceptique sur le même sujet, que je vous invite à voir, le lien est dans la description. Mais ça, c'est parce que moi, je suis géographe et lui est statisticien. La transition démographique est le processus par lequel une population passe de beaucoup de naissances et beaucoup de décès à peu de naissances et peu de décès. Sa durée est variable selon les populations. En Europe, elle va de la Révolution française jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais en Asie de l'Est, elle est beaucoup plus courte que ça. Elle n'a duré que quelques décennies dans la seconde moitié du XXe siècle. En Afrique subsaharienne, elle est encore en cours. Si la mortalité, comme vous le voyez sur le graphique, baisse toujours avant la natalité, c'est parce que pour réduire la mortalité, il faut que la médecine progresse pour qu'elle permette de guérir notamment des maladies infectieuses, ça c'est la transition épidémiologique, alors que pour que la natalité baisse, il faut que les mentalités changent, il faut qu'une société entière dise non pas que la famille idéale a 8 ou 9 enfants comme avant la transition démographique, mais qu'elles se disent que la famille idéale a 1 ou 2 enfants. Et ça, l'évolution des mentalités, c'est beaucoup plus lent que l'évolution des sciences médicales. Et durant le laps de temps entre ces deux évolutions, il y a beaucoup de naissances et peu de décès, et donc une forte croissance démographique. Actuellement, le monde est en deuxième phase de transition démographique, mais il y a au sein de l'humanité de fortes disparités. Tous les pays quittaient l'état pré-transitionnel, mais certains, notamment les pays développés, ont fini leur transition démographique et d'autres sont encore en plein dedans. Sur cette carte, on voit que les taux de fécondité les plus élevés sont en Afrique subsaharienne et que les taux de fécondité les plus bas sont dans les pays développés, bien que certains pays émergents aient des taux de fécondité inférieurs à 2, c'est-à-dire des taux de fécondité qui ne permettent pas d'assurer le renouvellement des générations. C'est notamment le cas du Brésil, de la Thaïlande ou encore de l'Iran. Toujours est-il qu'il y a de fortes disparités de fécondité dans le monde. Les causes de ces disparités sont multiples. Elles sont liées au développement économique, à la place de la femme dans la société, à l'accès à l'éducation, des critères qui diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre. Or, tous ces paramètres ont une grande influence sur la fécondité. Le développement économique d'un pays joue notamment sur la perception dans la tête des gens et dans la société du fait d'avoir un enfant. Dans un pays pauvre, l'enfant est vu comme une main-d'œuvre supplémentaire et donc un bénéfice pour une famille qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. On fait des enfants pour avoir plus de travail pour les ruraux dans leur champ, parce qu'ils font souvent de l'agriculture vivrière, ou pour les urbains à l'usine. Et donc, plus de travail, ça veut dire qu'ils gagnent un petit peu plus d'argent pour pouvoir vivre. Et à l'inverse, dans un pays riche, l'enfant est davantage vu comme un coût financier. On se dit, j'aurai un enfant à tel âge parce que j'aurai un enfant quand j'aurai les moyens de l'élever décemment. Il y a aussi l'accès à l'éducation qui, lui, dépend en grande partie du développement économique et de l'importance ou non des inégalités sociales. Et il y a également un très grand impact sur la fécondité. D'une manière générale, plus le niveau d'éducation d'une population est élevé, moins les gens ont d'enfants. Cette carte est en effet assez corrélée à celle de tout à l'heure sur la fécondité. De plus, le taux de fécondité est également un bon indicateur de la place de la femme dans la société. C'est-à-dire que dans une société où la femme est l'égale de l'homme, avoir un enfant est un choix de couple. C'est un choix qui est réfléchi correctement et consciemment, alors que dans une société où l'homme possède sa femme, il va la mettre enceinte sans lui demander son avis, et parfois même sans lui-même réfléchir. L'autre facteur qui influe autant sur la croissance démographique, c'est évidemment la mortalité. Sur cette carte, on observe toujours la disparité entre les pays riches et les pays pauvres, mais elle est moins corrélée avec la mortalité qu'elle ne l'était avec la natalité. Et c'est tout à fait normal puisque cette carte montre uniquement les taux bruts de mortalité.
c'est-à-dire le nombre de décès par an pour 1000 habitants. Or, ce taux dépend de deux facteurs qui ne sont absolument pas corrélés entre eux. Les conditions de vie qui dépendent du développement économique, mais aussi la structure par âge. Parce qu'une population vieille aura forcément plus de décès qu'une population jeune. Et il y a des pays qui ont plus de décès que de naissances, non pas à cause des conditions de vie, mais parce que leur population est vieille. C'est notamment le cas du Japon, qui a une des espérances de vie parmi les plus élevées au monde, et 28% de la population japonaise a plus de 65 ans. C'est le pays qui a la population la plus vieille du monde. Du coup, beaucoup de décès, mais aussi peu de naissances, vu qu'il y a beaucoup de femmes ménopausées, donc encore moins de naissances, donc une part des personnes âgées encore plus importante. Ce qui fait un cercle vicieux. Les démographes estiment que le Japon va perdre 33,7% de sa population d'ici à 2080. Et le pays est en train de devenir un EHPAD à ciel ouvert, avec tous les problèmes que ça pose en termes de santé publique. Parce qu'il faut toujours plus de soins aux personnes âgées, vu qu'à cet âge-là, on a plus de problèmes de santé, avec moins de population active, vu qu'à cet âge-là, on peut moins travailler, et qu'il y a plus de retraités. Alors le Japon, c'est un cas extrême, mais il y a d'autres pays, notamment en Europe de l'Est, qui connaissent exactement le même phénomène, mais dans des proportions moindres. Les pays d'Europe de l'Est sont, à l'échelle mondiale, relativement développés, mais il y a une importante pauvreté et un chômage de masse, encore plus qu'en Europe du Nord ou en Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Est est plus pauvre que l'Europe du Nord ou l'Europe de l'Ouest, mais plus riche que les vrais pays pauvres, genre l'Afrique subsaharienne. Le développement économique est suffisant en fait pour qu'un enfant soit vu comme un coût financier, mais la pauvreté importante, il réduit la fécondité. Et elle incite aussi les jeunes, notamment les jeunes les plus qualifiés, à quitter leur pays pour l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest ou l'Amérique du Nord. Ainsi, la Roumanie a un taux de fécondité de 1,3 enfants par femme et connaît une émigration, ce qui entraîne un déclin démographique similaire à celui du Japon. En gros, la Roumanie se dépeuple. Là où la croissance démographique est la plus importante, c'est en Afrique subsaharienne. Cette région est en pleine transition démographique. Au Nigeria, l'espérance de vie était inférieure à 40 ans en 1960, alors qu'aujourd'hui, elle est de 55 ans. Mais son taux de fécondité n'a commencé à baisser que dans les années 80. Il était stable jusque-là autour de 6 enfants par femme et est encore de 5,25 aujourd'hui, ce qui est relativement élevé. Quant au Congo-Kinshasa, il a vu sa population passer de 36 millions en 1991 à 71 millions en 2013. Sa population a quasiment doublé en à peine plus de 20 ans. D'une manière générale, l'Afrique subsaharienne conserve la croissance démographique la plus rapide au monde depuis l'an 2000, autour de 2,7% par an contre 0,3%, 1,8% ailleurs, dans les autres régions du monde, et une fécondité très élevée bien qu'en léger déclin. C'est-à-dire qu'il y a 4,7 enfants par femme en 2017 contre 1,7 à 2,8 dans les autres régions du monde. La mortalité y est la plus forte, seulement 61 ans d'espérance de vie, mais en nette diminution. Le Mali avait en 1960 une espérance de vie de 27 ans, ce qui est quand même très jeune, contre près de 60 ans aujourd'hui. De 2000 à 2017, la population de l'Afrique a augmenté de 58% et celle du reste du monde de seulement 19%. Son poids dans la population mondiale est donc passé de 11% en 2000 à 14% aujourd'hui. Cette croissance demeure exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, mais ça correspond quand même parfaitement au modèle de la transition démographique. Cette forte croissance démographique peut engendrer des problèmes pour la population. À l'échelle mondiale, on estime que 16% de l'humanité est sous-alimentée, mais ce taux monte à 29% sur le continent africain. Or, c'est là où il y a la plus forte croissance démographique, ce qui veut dire encore plus de bouches à nourrir. Cela va amplifier les problèmes, voire créer des famines dans des pays où il n'y a déjà pas assez pour tout le monde. Les pays occidentaux ne devraient pas avoir ce genre de problème puisque leur population est relativement stable, leur espérance de vie étant autour de 80 ans et leur taux de fécondité autour de 2 enfants par femme.
et qu'il y a de quoi satisfaire tout le monde, du moins si c'était équitablement réparti, ce qui n'est pas forcément le cas. Cela peut donc renforcer les inégalités de développement entre les pays. Durant tout ce processus de transition démographique, la population humaine mondiale a augmenté et continue d'augmenter. Et les pays en déclin démographique étant encore loin de compenser la très forte croissance de l'Afrique. Si nous étions moins d'1 milliard à la fin du XVIIIe siècle, nous sommes aujourd'hui 7 milliards 800 millions d'humains sur Terre. Toutefois, cette croissance va se calmer dès lors que la transition démographique de l'Afrique sera terminée. Les démographes estiment que nous atteindrons les 10 milliards d'humains autour de 2050, mais que par la suite, la population va stagner. La fin de cette croissance démographique n'est pas sans enjeu, notamment écologique. Si nous avons les ressources pour nourrir l'humanité actuelle, du moins ce serait le cas si c'était équitablement réparti et que les Occidentaux et Japonais gaspillaient pas comme des porcs pendant que les Africains meurent de faim, le développement économique d'un pays affecte aussi la consommation de ressources par tête. C'est-à-dire que dans un pays riche, une personne consomme plus que dans un pays pauvre. Les pays émergents se mettent comme nous à surconsommer comme des porcs et à polluer presque autant que nous, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner, c'est bon pour le référencement. Si vous avez carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour par Tipeee pour m'aider à financer mon travail.